En 2010, dans un laboratoire de génétique en Écosse, un chercheur s'est retrouvé face à une séquence de données qui refusait d'avoir du sens. Il avait déjà répété l'analyse à 3 reprises, convaincu qu'à un moment donné du processus, une erreur technique s'était glissée inaperçue. Pourtant, chaque fois que les résultats apparaissaient à l'écran, il racontait exactement la même histoire étonnante, une histoire si inattendue que même des années d'expérience scientifique ne pouvaient le préparer à ce qu'il voyait. L'ADN qu'il étudiait n'appartenait pas à un volontaire anonyme, ni à un échantillon historique non identifié. Elle appartenait à la lignée maternelle directe de l'une des femmes les plus reconnaissables du XXe siècle, la princesse Diana. Son visage était apparu sur plus de couvertures de magazines que n'importe quel membre de la famille royale de l'histoire moderne. Et pendant des décennies, les historiens, les généalogistes et les biographes royaux pensaient que ses antécédents familiaux avaient déjà été examinés de manière extraordinairement détaillée. Chaque génération de son ascendance aristocratique semblait méticuleusement documentée, préservée dans des documents vieux de plusieurs siècles qui, selon beaucoup, ne laissaient aucune place aux surprises cachées. Pourtant, caché dans ces minuscules brins de matériel génétique, se trouvait quelque chose qu'aucun de ces arbres généalogiques magnifiquement préservés n'avait jamais révélé. Enfoui tranquillement dans sa lignée maternelle, se trouvait un marqueur génétique extrêmement rare, qui, selon la base de données disponible à l'époque, n'aurait pas dû exister du tout là-bas. Ce n'était pas simplement rare, c'était si exceptionnellement rare que parmi plus de 75 000 individus, dont l'ADN avait été catalogué, seules 14 personnes dans l'ensemble de la base de données portaient le même marqueur. Ce qui était encore plus remarquable était la provenance de ces 14 personnes. 13 d'entre eux vivaient en Inde, tandis que le reste était originaire du Népal. Pas un seul transporteur documenté n'est venu de n'importe où en Europe. Pourtant, contre toute attente et toute hypothèse établie, cette signature génétique exacte est apparue dans l'ascendance maternelle directe de Diana, princesse de Galles. Le scientifique a refusé d'accepter une conclusion aussi extraordinaire sans avoir épuisé toutes les explications possibles. Il a répété l'analyse une fois de plus, vérifiant les échantillons, recalibrant l'équipement et examinant chaque étape du processus de laboratoire. Le résultat est resté totalement inchangé. Le même marqueur rare est apparu avec la même clarté indubitable, refusant de disparaître quel que soit le soin avec lequel il recherchait une erreur. Ne voulant toujours pas s'appuyer sur une source unique, l'équipe de recherche a examiné l'ADN obtenu de 2 parents maternels vivants, liés à Diana, par des branches familiales distinctes. Les 2 individus ne s'étaient jamais rencontrés, avaient fourni leurs échantillons de manière indépendante et n'avaient partagé aucune possibilité de contamination ou d'interférence accidentelle. Pourtant, les 2 portaient le même marqueur mitochondrial, confirmant que la découverte était authentique, plutôt que le résultat d'une erreur de laboratoire. À ces moments-là, la possibilité d'une erreur technique a effectivement disparu. Cette découverte n'a pas été causée par une contamination, un étiquetage erroné ou une machine imparfaite. Il s'agissait d'un véritable héritage génétique qui avait tranquillement survécu de génération en génération pendant plus de 2 siècles. Caché sous l'un des arbres généalogiques aristocratiques les plus célèbres de Grande-Bretagne, se trouvait une histoire biologique que les documents officiels n'avaient jamais entièrement racontée. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre que cette histoire remarquable se déroule selon 2 chemins bien différents. La première concerne une découverte génétique extraordinaire, dont la rareté statistique était si frappante que même le scientifique lui-même avait au début du mal à croire les preuves. La seconde est bien plus personnelle. Il s'agit de la femme oubliée, dont l'ADN a survécu silencieusement, à travers les générations même, après que l'histoire semblait déterminée à effacer presque toutes les traces de son existence. La découverte scientifique était fascinante en elle-même, mais c'est l'histoire humaine qui la sous-tend qui donne à la preuve son poids émotionnel. Quelque part dans le passé, vivait une femme dont l'identité a progressivement disparu du récit familial officiel. Ses descendants ont continué à porter son héritage génétique dans chaque cellule de leur corps, sans se rendre compte que la femme qui en était responsable avait presque disparu des archives historiques elle-même. Pendant des générations, une autre version du passé familial a été transmise de parents à enfants en toute confiance. Autour des tables des dîners, dans des biographies soigneusement écrites et dans des publications généalogiques respectées, le même récit raffiné a continué à se répéter. Il était confortable, prestigieux et parfaitement adapté à l'image que la famille souhaitait conserver. La biologie, cependant, a discrètement préservé une version entièrement différente de l'histoire. Pendant plus de 200 ans, ces 2 récits ont coexisté sans jamais vraiment se heurter. On vivait dans des documents officiels des histoires familiales
et des registres aristocratiques. L'autre est resté caché dans l'ADN mitochondrial, passant silencieusement de mère en fille à travers d'innombrables générations. Il ne faudrait rien de plus qu'un échantillon de salive moderne collecté dans un petit tube en plastique pour rapprocher ces deux mondes. Pour comprendre pourquoi la découverte est devenue si importante, il est utile de revenir au moment où le public croyait que l'ascendance de la princesse Diana était déjà complètement comprise. Au moment où Diana Frances Spencer, 20 ans, traversait la cathédrale Saint-Paul en 1981 pour épouser le futur roi Charles III, son histoire familiale avait été examinée de manière plus approfondie que celle de presque toute autre lignée aristocratique de Grande-Bretagne. Les historiens pensaient qu'il restait très peu de mystères à découvrir. La famille Spencer était l'une des maisons nobles les plus anciennes et les plus respectées d'Angleterre. Leur ascendance s'étendait sur des générations de comtes de nobles et de propriétaires fonciers influents, dont les noms remplissaient les pages des registres aristocratiques britanniques. Leurs domaines familiaux, leur influence politique et leur mariage soigneusement documentés ont créé l'impression d'une lignée anglaise ininterrompue, s'étendant profondément dans l'histoire du pays. En raison de cette réputation établie de longue date, presque personne n'a remis en question l'hypothèse selon laquelle l'ascendance maternelle de Diana était entièrement anglaise. L'idée semblait si évidente que peu de chercheurs envisageaient même de chercher des alternatives. Siècle après siècle, des mariages soigneusement arrangés entre familles aristocratiques semblaient renforcer la conviction que la lignée Spencer représentait l'une des plus anciennes traditions nobles de Grande-Bretagne. Cette hypothèse avait une signification bien au-delà de la généalogie elle-même. Cela reflétait la façon dont une grande partie de l'aristocratie britannique considérait historiquement sa propre identité. De nombreuses familles nobles pensaient que leurs ancêtres représentaient une continuation exceptionnellement pure de l'élite historique anglaise, un héritage préservé à travers des générations de mariages soigneusement sélectionnés. Qu'elle soit justifiée ou non, cette croyance est devenue profondément liée à l'identité sociale des classes supérieures britanniques. C'est pour cette raison que lorsque deux parents maternels éloignés et liés à la famille de Diana se sont portés volontaires pour un projet de généalogie génétique, personne ne s'attendait à des révélations dramatiques. La plupart des chercheurs s'attendaient à ce que l'ADN confirme simplement ce que des générations de documents historiques semblaient déjà établir. Les tests semblaient susceptibles de renforcer plutôt que de remettre en question des siècles d'histoire familiale acceptée. Au lieu de cela, l'analyse génétique a tranquillement voyagé en arrière à travers une lignée maternelle ininterrompue qui s'étendait de génération en génération. La mère a conduit à la mère de fille à fille, traçant un chemin que les documents papier à eux seuls ne pourraient jamais pleinement révéler. Finalement, environ 7 générations avant la naissance de Diana, les preuves génétiques ont rencontré quelque chose de complètement inattendu, quelque chose que la généalogie officielle n'avait jamais reconnu. Comprendre pourquoi cette conclusion s'est avérée si convaincante nécessite de comprendre pourquoi ces membres particuliers de la famille ont été sélectionnés pour les tests. Les deux femmes descendaient directement de lignées maternelles ininterrompues, liées à la famille de la mère de Diana. Leur ascendance suivait une chaîne ininterrompue de mères et de filles, ce qui en faisait des candidates idéales pour retracer un type très spécifique de matériel génétique hérité. Contrairement à l'ADN nucléaire ordinaire qui combine les informations génétiques des deux parents et est remanié à chaque génération, cette étude s'est concentrée sur l'ADN mitochondrial. Cette distinction est extrêmement importante car l'ADN mitochondrial suit un modèle de transmission complètement différent. Plutôt que de se mélanger à l'ADN paternel, il passe presque inchangé d'une mère à tous ses enfants, tandis que seules les filles continuent de le transmettre aux générations futures. Imaginez recevoir une lettre soigneusement scellée qui passe d'une femme à l'autre pendant des siècles sans que personne n'ouvre ou ne réécrive son contenu. Cette image se rapproche remarquablement du comportement de l'ADN mitochondrial. Les maris entrent dans la famille, contribuent à d'innombrables autres traits génétiques et façonnent les générations futures de nombreuses manières. Pourtant, la lignée mitochondriale continue tranquillement à les dépasser pratiquement intactes, préservant ainsi un enregistrement biologique extraordinairement fiable à travers le temps. Parce que l'ADN mitochondrial reste très stable d'une génération à l'autre, les généticiens le considèrent comme l'un des outils les plus fiables disponibles pour retracer l'ascendance maternelle. Contrairement aux histoires familiales ou aux documents manuscrits, il ne peut pas être facilement réécrit pour s'adapter à l'évolution des attentes sociales ou des préférences historiques. Il préserve la vérité biologique, quelle que soit la manière dont les histoires officielles seront ultérieurement éditées ou simplifiées. Cette fiabilité est précisément ce qui a donné à cette découverte une importance si extraordinaire.
Même si les documents historiques peuvent être modifiés, perdus ou préservés de manière sélective, les preuves génétiques continuent de raconter la même histoire dans les corps des descendants de Diana. Les documents écrits indiquaient systématiquement une ascendance maternelle entièrement européenne. L'ADN mitochondrial pointait vers un endroit complètement différent. Le marqueur spécifique identifié par le généticien écossais appartient à un haplogroupe mitochondrial appelé R30b. Parmi les généticiens des populations, cet haplogroupe est reconnu comme ayant une origine sud-asiatique. Il n'est pas considéré comme occasionnellement sud-asiatique ou seulement partiellement associé au sous-continent indien. Selon les recherches génétiques actuelles, ces racines historiques sont majoritairement liées à l'Asie du Sud. Les chercheurs n'ont pas trouvé cet haplogroupe parmi la population maternelle indigène d'Europe. Il n'apparaît pas non plus généralement dispersé dans les populations méditerranéennes ou caucasiennes, ce qui pourrait fournir une explication alternative. Au lieu de cela, sa plus forte concentration historique reste associée au sous-continent indien. Ce schéma géographique rend son apparition dans la lignée maternelle de Diana particulièrement remarquable. Si cette interprétation s'avère correcte, l'implication devient difficile à ignorer. Environ 7 générations avant la naissance de Diana, une femme d'ascendance sud-asiatique est entrée dans la lignée maternelle directe qui allait finalement conduire à l'une des princesses les plus célèbres de Grande-Bretagne. Ses descendants ont hérité de son ADN mitochondrial, génération après génération, alors même que son histoire personnelle s'est progressivement effacée de l'histoire familiale officielle. Pendant de nombreuses années, elle a existé presque comme un fantôme caché dans l'un des arbres généalogiques les plus soigneusement documentés de Grande-Bretagne. Son héritage génétique a discrètement survécu, tandis que son identité devenait de plus en plus obscure. L'ironie remarquable est que les descendants portant son ADN tout au long de leur vie n'avaient aucune idée que la femme elle-même avait largement disparu du récit public de la famille. Finalement, les chercheurs ont pu identifier la femme censée occuper cette place cruciale au sein de la lignée maternelle. Elle s'appelait Eliza Kewark. Pourtant, malgré l'importance de sa position dans l'arbre généalogique, son nom figurait rarement dans les publications généalogiques prestigieuses célébrant l'ascendance de la famille Spencer, et il n'a pas non plus reçu d'attention significative lors de l'énorme intérêt public entourant le mariage de Diana avec la famille royale britannique. Pendant plus de 2 siècles, Eliza Kewark est restée quasiment invisible dans la version officielle de l'histoire familiale. Son héritage biologique s'est poursuivi sans interruption de mère en fille, tandis que son identité personnelle s'était évanouie dans le silence historique. Le contraste entre ces 2 réalités est peut-être l'aspect le plus remarquable de toute l'histoire. L'ADN s'est souvenu de ce que l'histoire avait presque oublié. Alors qui était cette femme dont l'héritage génétique a survécu, même après que son histoire ait presque disparu? Qui était Eliza Kewark, l'ancêtre dont l'existence remettait en question des siècles d'hypothèses acceptées sur l'une des familles aristocratiques les plus célèbres de Grande-Bretagne? Pour répondre à cette question, nous devons remonter aux dernières années du XVIIIe siècle, dans la ville portuaire, animée de Surat, sur la côte ouest de l'Inde, où la vie d'une jeune femme a commencé, bien avant que quiconque puisse imaginer l'extraordinaire voyage que son héritage génétique révélerait un jour. Surat, à la fin du XVIIIe siècle, n'était pas un coin tranquille. C'était bruyant, il y avait du monde. C'était l'une des villes portuaires les plus fréquentées de tout le sous-continent. Un enchevêtrement d'entrepôts et de quais où la brise marine transportait des odeurs de sel et de goudron et des caisses de poivre d'indigo et de coton brut attendant d'être chargées sur des navires à destination de l'Europe. Des commerçants d'une 12aine de pays parcouraient ces rues. Les Perses, les Arméniens, les Portugais, les Néerlandais et de plus en plus les hommes de la Compagnie britannique des Indes orientales qui arrivaient affamés, ambitieux et cherchant à faire fortune loin des salons froids de leur foyer. Dans ce monde, Eliza est née, et c'est là que ça se complique. Magnifiquement révélateur de complexité, parce qu'Eliza Kewark portait 2 héritages et que la famille utiliserait plus tard l'un pour cacher l'autre. Faites attention à cela, car c'est la charnière qui active toute la dissimulation. Le père d'Eliza portait un nom arménien Kewark, et Eliza elle-même, lorsqu'elle prenait la plume, signait ses lettres non pas en anglais, ni en écriture indienne, mais en élégants caractères arméniens. Or, dans la logique froide de la société coloniale, ce détail était de l'or pur. Parce qu'être arménien, c'était être chrétien. Être arménien, c'était être, aux yeux des Britanniques, respectable, civilisé, proche de l'Europe. Le genre d'histoire qu'un homme pourrait tranquillement intégrer à son histoire familiale, sans trop de scandale. L'arménien était un héritage que l'on pouvait admettre au dîner. Mais voici le piège. Voici ce qu'une seule signature pourrait cacher, mais que le sang en elle ne pourrait pas cacher.
La lignée maternelle d'Elisa. La lignée maternelle, celle qui transmet l'ADN mitochondrial intact de mère en fille, cette lignée était sud-asiatique. C'était la ligne transportant du R30B. Ainsi, tandis que le nom arménien apparaissait fièrement à la surface visible, utile, une demi-vérité commode. La vérité plus profonde coulait en dessous scellée dans chaque cellule de son corps, attendant 200 ans qu'un généticien muni d'un prélèvement de salive le lise enfin à haute voix. Peine saisie, une seconde. L'histoire de couverture et la vérité enfouie étaient toutes deux véritablement les siennes. Le mensonge n'était même pas entièrement un mensonge, c'était une vérité sélective. Arménienne, oui, du côté de son père, choisie précisément parce qu'elle pouvait servir à noyer la part que la société coloniale jugeait inacceptable. Il s'agit là d'un effacement bien plus insidieux qu'une simple fabrication. On n'invente pas quelque chose à partir de rien. Il suffit de prendre la moitié commode d'une personne et de laisser disparaître la moitié gênante. Et maintenant, nous arrivons à l'homme qui est entré dans la vie d'Elisa et a tout changé. Son nom était Theodore Forbes, un Écossais, un marchand de la Compagnie des Indes orientales, arrivé à Surat vers 1809, jeune et ambitieux, et stationné à des milliers de kilomètres de tous ceux qui le connaissaient. Et là, dans cette ville portuaire humide et animée, Théodore et Elisa se sont retrouvés. La version officielle, celle qui sera ensuite écrite à l'encre froide, décrivait Elisa comme la gouvernante de Forbes, sa domestique, une servante dans sa maison. Et peut-être dans le sens technique le plus étroit, c'était un titre que quelqu'un avait écrit quelque part sur un document. Mais la vérité sur ce qui s'était passé entre eux était tout autre chose. Et nous le savons parce que la vérité survit. Il survit dans ses deux filles, une fille Catherine, née en 1812, et un fils Alexandre. Et cela survit dans les lettres parce qu'Elisa n'était pas une femme de chambre qui balayait ses sols. La correspondance survivante montre une femme qui traduisait pour Forbes, qui se déplaçait entre des langues et des communautés, que lui, étranger, n'aurait jamais pu naviguer seul. Elle a facilité ses contacts. Elle l'a aidé à faire des affaires dans un endroit où les affaires dépendaient entièrement de la confiance du fait de savoir à qui parler et comment leur parler. Dans une ville où le succès ou l'échec d'un homme d'affaires reposait sur ses relations. Elisa était dans tous les sens du terme, sa partenaire, sa porte vers un monde qui lui serait resté fermé pour toujours. Pendant quelques années à Surat, cet arrangement a fonctionné. Les enfants ont grandi, la maison courut. Et voici la partie qu'il est facile de manquer sur une distance de 2 siècles. Pendant une certaine période, c'était quelque chose de proche d'une famille. Un homme, une femme, 2 jeunes enfants dans une maison près de la mer. Quel que soit le nom des documents, c'est comme ça que c'était. Mais la société coloniale était en train de changer et elle évoluait dans une direction qui ne laissait aucune place à une femme comme Elisa. Voici l'affaire. Dans les premières années de l'expansion britannique en Inde, les relations entre hommes d'affaires et femmes indiennes étaient courantes, voire banales. Beaucoup de ces hommes, loin de chez eux pendant des décennies, ont construit leur vie et leur famille avec des femmes locales et la société plus ou moins a détourné le regard. Mais au fil des décennies, les règles se sont durcies. L'Empire devint plus rigide, plus obsédé par la hiérarchie raciale, plus déterminé à tracer des lignes dures entre dirigeants et gouverner entre Européens et Indiens, entre ce qui était respectable et ce qui ruinerait les perspectives d'un homme. À mesure que la carrière de Theodore Forbes avançait, à mesure qu'il grimpait vers le prix d'un partenariat à Bombay, le genre de position qui pouvait rendre un homme riche et établi pour la vie, les calculs autour d'Elisa ont changé. Un partenaire d'entreprise en plein essor, avec une fortune devant lui, ne pouvait pas se permettre une complication domestique. Conjointe de fait de sang indien, même si elle avait contribué à bâtir cette fortune, quelles que soient les années qu'ils avaient passées ensemble, quel que soit le nombre d'enfants qu'ils partageaient, elle était devenue dans l'arithmétique brutale de l'époque un handicap, un obstacle au genre de vie que la société de Bombay lui laisserait avoir. C'est ainsi que Theodore Forbes a fait son choix. Il l'a quitté, il a quitté Surat, et il a quitté Elisa, et il a laissé leurs enfants dans cette ville portuaire. Et il est parti construire une nouvelle vie seule à Bombay, une vie respectable, une vie sociale, la vie d'un homme d'entreprise en plein essor. Et prends ça. Il ne lui a même pas dit lui-même. Il ne s'est pas assis en face d'elle pour lui expliquer. Tandis que les arrangements étaient pris pour l'avenir des enfants, tandis que les décisions étaient prises quant à leur destination et à ce qu'ils deviendraient. Forbes gérait tout cela à distance par des intermédiaires, par les mains d'autres personnes et par les lettres d'autres personnes, comme si écrire directement à Elisa était une chose qu'un homme dans sa position ne pouvait plus faire. La femme qui lui avait traduit son monde était désormais une personne à qui il ne pouvait parler que par l'intermédiaire d'intermédiaires, comme une dette qu'on règle en douceur, comme un chapitre qu'on ferme avant que quelqu'un d'important puisse le lire.
Maintenant, réfléchissez-y une seconde. Pensez à ce que cela aurait signifié d'être Elisa pendant ces mois. L'homme qui avait partagé son lit, ses années et ses enfants, était soudain un silence de l'autre côté d'un mur qu'elle ne pouvait pas escalader. Elle était toujours dans la même ville. Elle était toujours en vie, toujours en bonne santé, élevant toujours les deux petites personnes qu'ils avaient créées ensemble. Et les messages qui lui parvenaient désormais étaient de seconde main filtrés officiels, le langage des arrangements, plutôt que de l'affection. Elle a dû comprendre très vite ce qui se passait. Une femme aussi perspicace. Une femme qui avait assez bien lu les hommes, les humeurs et la politique d'un port de commerce pour être utile à un marchand, elle aurait lu ceci aussi. Elle aurait compris ce que cela signifiait lorsque les lettres ne lui arrivaient plus dans la main. Et c'est ici que l'histoire cesse d'être quelque chose que vous analysez et devient quelque chose que vous ressentez. Parce qu'après le départ de Forbes, après que les années se soient écoulées et que l'homme lui-même soit mort, un paquet de lettres a fait surface. Loin en Écosse, sur le domaine familial, parmi les papiers et les effets qui accompagnent la mort d'un homme, quelqu'un a trouvé un petit paquet de correspondances écrites dans une écriture que personne dans cette froide maison du Nord ne pouvait lire. Des personnages étranges, des mains inconnues, des lettres qui avaient traversé un océan et survécu à l'homme dont elles concernaient, posées dans un tiroir comme une porte scellée que personne ne prenait la peine d'ouvrir. C'étaient les lettres d'Elisa. Et lorsque des générations plus tard ils furent finalement traduits, voici ce qu'ils révélèrent. Elisa ne savait pas écrire l'anglais elle-même ou ne pouvait pas l'écrire assez bien pour cela. Elle avait donc fait ce que faisaient les gens de ce monde. Elle a trouvé un scribe par-ci, dans la sourate, quelqu'un qui pouvait prendre ces mots et les mettre sur papier. Et elle lui dictait dans l'anglais approximatif et hésitant d'une femme parlant une langue qui n'a jamais été entièrement la sienne. Et puis au bas de chaque lettre, dans la seule écriture qu'elle pouvait former de sa propre main, elle signait son nom, en arménien. Encore ce détail. Le fil arménien s'est tissé jusqu'à l'acte le plus intime qu'elle a accompli, la signature de son propre nom pour un plaidoyer en faveur de son propre enfant. Parce que c'est ce qu'étaient ces lettres. Plaidoyer. Lettre après lettre, la même douleur sous les mots soigneusement dictés. Elle voulait voir sa fille. Catherine allait lui être enlevée, envoyée de l'autre côté de la mer en Écosse, dans un pays qu'Elisa n'avait jamais vu et ne verrait jamais. Être élevée par des gens qu'Elisa ne rencontrerait jamais. Dans un monde qui avait déjà décidé que sa mère n'en faisait pas partie. Et Elisa, sachant cela, sachant qu'elle ne pouvait pas l'arrêter, demanda la seule chose qui restait à demander. Pour revoir la fille une fois de plus. Pour la retenir une fois avant que le navire ne l'emmène. Passer une dernière heure avec la fille qu'elle avait portée, nourrie et élevée dans cette maison près de l'eau. Imaginez écrire ça. Imaginez dire ces mots à un étranger pour qu'il puisse les écrire pour vous dans une langue qui n'est pas la vôtre. Parce que la seule personne qui avait besoin de les entendre avait arrêté d'écouter. Imaginez-vous signer votre propre nom pour demander au revoir à votre propre enfant, puis attendre jour après jour une réponse dont vous soupçonniez déjà qu'elle ne serait jamais celle que vous vouliez. Et ce n'était pas le cas. Lorsque Theodore Forbes mourut en mer en 1820, les documents qui réglaient ses affaires rendirent la forme définitive de la chose d'une manière brutale et froide. Dans son testament, Elisa, la femme avec qui il avait vécu, la mère de ses enfants, la compagne qui avait traduit ses affaires et facilité son chemin à travers un pays étranger, Elisa n'était nommée que comme sa gouvernante, un serviteur, un élément de campagne. Et Catherine, leur fille et la petite fille dont le sein de sa mère coulait tranquillement dans ses cellules, était décrite comme sa fille naturelle réputée. Réputée, naturelle. Le vocabulaire soigné et déshumanisant d'une société qui avait des mots pour les enfants comme elle, des mots conçus pour les tenir à distance de tout ce dont ils pourraient hériter, de n'importe quel nom qu'ils pourraient revendiquer. Et puis la séparation est arrivée, exactement comme Elisa l'avait craint, 8 ans. C'est l'âge de Catherine lorsqu'ils l'ont mise sur un bateau, 8 ans, prise de la seule maison qu'elle ait jamais connue, de la chaleur du bruit et des odeurs de la ville portuaire. De la mère qui avait supplié lettre après lettre juste de la revoir une fois de plus, et envoyée à travers le monde dans un pays gris rempli d'étrangers qui partageaient le sang de son père et aucun de celui de sa mère. Elle grandirait en Écosse, elle deviendrait quelqu'un de nouveau, et elle ne reverrait plus jamais Elisa, pas une seule fois. L'au revoir qu'Elisa a plaidé, nous ne savons pas avec certitude qu'elle l'a obtenu. La ligne qui survit dans ces lettres est la question, pas la réponse. Il y avait 2 enfants, tu te souviens, Catherine avait un frère Alexandre. Et voici le détail qui fait tourner le couteau dans une direction différente. Alexandre fut également envoyé en Écosse. Il s'est également retiré de son monde et est tombé dans le froid. Mais il s'est avéré qu'Alexandre ne pouvait pas le supporter. Il avait le mal du pays. Le mal du pays comme seul peut l'être un enfant arraché à tout. Un désir profond
et indestructible de cet endroit de la chaleur et de la vie qui lui avait été enlevé. Et donc finalement ils l'ont renvoyé. Retour en Inde, retour vers la maison, mais pas la fille. Ils ont gardé la fille. Pensez-y une seconde. Le garçon qui ne pouvait cesser de pleurer, l'Inde y fut renvoyé. Et la fille, celle qui portait cet ancien fil maternel, celle dont les cellules contenaient un marqueur qui étonnerait un jour. Un généticien 200 ans plus tard, c'était elle à laquelle il s'accrochait. C'était elle qui était gardée en Écosse, gardée dans la famille, gardée remodelée et transformée en une nouvelle identité, jusqu'à ce que l'Inde en elle soit quelque chose dont personne ne parlait, et avec le temps, quelque chose dont personne ne se souvenait même. Le fil qui mènerait génération après génération, fille après fille, jusqu'à une femme que le monde entier connaîtrait un jour sous un seul nom, ce fil resté dans le pays froid. Elle a survécu précisément parce qu'ils ont refusé de la laisser rentrer chez elle. Et Catherine grandit. Elle a grandi en Écosse et elle a fait ce que sa survie exigeait d'elle. Elle a appris à vivre comme si l'Inde n'avait jamais existé, comme s'il n'y avait jamais eu de ville portuaire, jamais de mère dictant des lettres à un scribe par-ci, jamais d'adieu demandé à travers un océan. Elle s'est mariée, et elle s'est bien mariée comme une fille qui s'intègre soigneusement dans la bonne famille et censée le faire. Et en se mariant bien, en devenant respectable, en devenant acceptablement et incontestablement, l'une d'entre eux, elle a fait avancer quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait voir et qu'elle-même ne comprenait certainement pas. Dans chaque cellule de son corps intacte et inchangée, elle portait Elisa. Elle portait le marqueur. Elle portait la lettre scellée qu'aucun testament, aucun navire, aucun réétiquetage, aucun silence de 2 siècles ne pourrait jamais ouvrir, modifier ou effacer. Et ainsi cela s'est passé comme cela se passe, toujours tranquillement, invisiblement de mère en fille en fille. De Catherine Hill a traversé les générations, chaque femme le transmettant sans jamais savoir qu'elle le détenait, de la même manière que l'on transmet la couleur de ses yeux sans le vouloir. Au fil des années, il a voyagé à travers une fille, puis sa fille, jusqu'à une femme nommée Ruth, et de Ruth à une femme nommée Frances. Et de Frances, le 1er juillet 1961, est née une petite fille. Ils l'ont appelée Diana. Diana Francis Spencer. Et à l'intérieur de cet enfant, dans les mitochondries de chaque cellule, se trouvait le fil ininterrompu qui remontait directement à une ville portuaire de la côte ouest de l'Inde, jusqu'à une femme qui signait ses lettres en écriture arménienne et suppliait de voir son enfant une dernière fois. Voici maintenant la partie qui devrait véritablement vous arrêter. Parce que lorsque ces résultats sont revenus, lorsque la science a finalement parlé, quelqu'un a dû le dire à la famille. Et l'une des personnes qui l'a entendu était la tante maternelle de Diana, une femme qui avait vécu toute sa vie dans l'histoire familiale, l'histoire arménienne, l'histoire respectable transmise à table pendant 200 ans. Et sa réaction n'était pas de l'horreur. Cela n'était pas une honte, c'était un délice. Surprise et ravissement sincère et chaleureux à l'idée qu'il y avait un héritage indien dans la lignée, que cette femme cachée avait toujours été là. Pensez à ce que cela signifie. Pendant 2 siècles, cette famille avait porté dans son corps le véritable ADN d'Elisa, tout en lui transmettant une histoire qu'il avait effacée. La vérité biologique et le mythe familial ont voyagé côte à côte chez les mêmes personnes pendant 200 ans. Les cellules racontaient une histoire, la table en racontait une autre, et personne n'était capable d'entendre la contradiction jusqu'à ce qu'un laboratoire d'Édimbourg les force enfin à se rencontrer. Et prends ça. Une fois le rideau levé, les ironies se sont accumulées. Parce que bien avant tout cela, les gardiens des grands pédigris, ceux dont toute la profession est constituée de lignées, avaient déjà déclaré quelque chose d'extraordinaire, à savoir que Diana, la mariée qui s'est mariée dans la monarchie, avait en réalité plus de sang royal anglais que le prince qu'elle a épousé. Il lui arrivait par l'intermédiaire des descendants enchevêtrés et illégitimes des maîtresses d'un vieux roi, par l'intermédiaire de ducs dont les titres provenaient d'amour et non de mariage. Elle descendait également d'une tragique reine d'Écosse. La famille royale qu'elle a rejoint portait un nom de famille qui était allemand, jusqu'à ce qu'elle se rebaptise discrètement Windsor au cours d'un siècle plus propice. Ainsi, la femme que l'establishment recevait comme une étrangère, celle dont la famille avait passé 200 ans à cacher un ancêtre de la ville portuaire pour paraître suffisamment européenne, était selon la froide arithmétique des lignées plus enracinées dans l'ancienne lignée royale de cette île que dans le trône lui-même. Mais le marqueur est ce qui défait tout, parce que ce fil ne s'est pas arrêté à Diana. Elle passa encore une fois de mère en fils à son aîné, le futur roi. Il le porte. La même signature rare qui a commencé dans le Gujarat, dans le corps d'une femme dont la famille a passé des générations à prétendre qu'elle n'existait pas,
se trouve maintenant dans les cellules d'un homme destiné à porter la couronne, faisant de lui, selon toute vraisemblance, le premier monarque britannique avec une ascendance indienne prouvée qui traverse sa lignée maternelle. Les cousins vivants qui ont été testés ne présentaient qu'une faible trace d'ascendance sud-asiatique dans une large mesure quelque part, en dessous de 1%, de la même manière que cette génération dilue tout, sauf la seule chose qui ne dilue pas. Et cette chose, le fil mitochondrial, la lettre scellée, ça se termine ici, parce que cela ne passe que par les mères. Un roi ne peut pas le transmettre. Ainsi le marqueur d'Elisa qui a survécu à un testament, une séparation, un océan, un changement d'étiquette, et 200 ans d'oubli prudent, ne sera pas transmis à ses enfants. Il voyage jusqu'à lui et son frère, puis il se tait. Le fil qui a refusé de mourir parce qu'ils ont refusé de laisser sa fille rentrer à la maison va enfin en douceur se reposer. Voici donc ce que cette histoire nous laisse réellement. Ce n'est pas un fait amusant à propos d'un haplogroupe, pas une anecdote royale pour une soirée quiz. Ce que l'ADN a révélé, c'est toute une architecture de honte. L'arithmétique coloniale qui décidait quel sang était un handicap et lequel était un atout. Les mots simples ont été échangés dans un disque pour rendre une femme acceptable. Le calcul brutal qui a rendu un garçon en deuil, mais a gardé une fille utile. Tout cela n'était qu'un mensonge posé sur un être humain. Elisa était réelle. Elle aimait, elle a traduit, elle a négocié, elle a supplié. Et l'empire qui avait besoin d'elle pouvait l'effacer du papier, mais il ne pouvait pas atteindre la cellule. Cela ne pouvait pas toucher au seul enregistrement qu'elle avait laissé avec la seule encre qui ne pouvait être modifiée. Sa propre fille et la fille de sa fille. Jusqu'à la femme la plus photographiée de son siècle et jusqu'au futur roi. Ils ont essayé de la faire disparaître. La science la rendait impossible à oublier. Et c'est peut-être là la justice tranquille, que la chose dont ils avaient honte est celle qui a survécu. Tandis que le mensonge qu'ils ont inventé pour la remplacer est la pièce qui se désagrège désormais entre toutes les mains. Je veux donc avoir de vos nouvelles. Si un seul mot dans un dossier poussiéreux pouvait cacher une femme comme Elisa pendant 2 siècles, et si son propre ADN était ce qui l'avait finalement ramené à la vie. Alors, à votre avis, quelle histoire est encore enfouie en ce moment, attendant dans les cellules d'un descendant vivant un test qui n'a pas encore été effectué? Dites-moi dans les commentaires quelle lignée cachée de personnages historiques vous souhaiteriez que la science découvre ensuite et qui, selon vous, le monde pourrait trouver caché à l'intérieur.